L'Astre rouge, par G. Lenôtre, épisode 5, 1893. Quand le jour se leva, gris et terne, la tempête s'était apaisée. Autour de nous, la mer s'étendait à l'infini, sous un ciel bas chargé de nuages. L'ouragan avait emporté notre barque hors de sa direction, et la traversée, au lieu de durer 3 heures à peine, s'était prolongée pendant toute la nuit. D'ailleurs, on n'apercevait plus à l'horizon aucune barque. À quelques centaines de mètres de nous, un gros steamer naviguait suivi d'une interminable panache de fumée. À part cela, la mer était déserte. Sans doute Vassilitch avait-il renoncé à nous poursuivre, ou bien sa barque n'avait-elle point résisté à la tempête. Toujours est-il que notre bateau gagnait l'entrée des passes de Copenhague, loin desquelles il avait été entraîné. À 6 heures du matin, nous accostions au quai de la douane, et nous nous dirigions aussitôt vers l'hôtel Gerban, où nous avions laissé quelques jours auparavant le gros de nos bagages. Quand le désordre qu'une nuit passée dans de telles conditions avait apporté à nos costumes fut sommairement réparé, nous sortîmes de l'hôtel. Nous connaissions la ville et, par le Nibrogan, nous gagnâmes le Straßplatten. Nous n'échangeons pas une parole, tout entier à nos pensées. Arrivés devant le palais de Christiansborg, où est logée la direction de la police, nous nous assîmes sur un banc, dans un petit square qui se trouvait là. Sans vouloir nous l'avouer, nous hésitions au moment d'agir. Dénoncer un homme, fût-ce un malfaiteur avéré, est une chose grave, et l'étrangeté de la situation nous épouvantait. Si la barque de ce malheureux Vassilitch s'était brisée cette nuit contre quelques récifs, quelle désagréable corvée cela nous éviterait. La réflexion correspondait si bien à mes pensées intimes que je me laissai aussitôt aller à cette idée. Oui, notre démarche devenait inutile. Certainement, Vassilitch avait éprouvé quelques accidents puisqu'il n'avait pu nous rejoindre. Sans doute avait-il été jeté à la côte, il était blessé, mort peut-être. Et dès lors, notre démarche restait sans objet. Et nous demeurions là, silencieux, les yeux fixés sur la sombre et solennelle façade du palais de Christiansborg, tout pavoisé de drapeaux rouges et blancs en l'honneur de la fête du jour. À ce moment, 8 heures sonnaient à la bourse, et tout aussitôt les canons de la flotte en rade commencèrent à tonner en signe de réjouissance. Cela nous rendit à la réalité. Nous sentions peser sur nous une sorte de responsabilité tragique dont nous avions hâte de nous affranchir. Et en un instant, notre résolution fut prise. Nous nous dirigeâmes vers la grande porte du château et nous demandâmes à être conduits au directeur de la police. Les employés auxquels on nous adressa tout d'abord ne parlaient point le français. On nous renvoya de bureau en bureau. Enfin, après avoir fait quelque peu antichambre, on nous introduisit. Je crus d'abord qu'on s'était mépris sur le sens de notre requête, et que nous nous trouvions dans un bureau télégraphique. La pièce où l'on nous fit entrer était en effet munie d'appareils de toutes sortes, de cadrans électriques, de claviers numérotés, de sonneries d'appel, traversées de fils en tous sens. 3 ou 4 fonctionnaires causaient, groupés autour d'une table. L'un d'eux se leva et vint vers nous, après les saluts échangés. « Vous avez demandé à parler au directeur de la police, messieurs, c'est moi-même. » Celui qui s'exprimait ainsi en excellent français était un homme jeune encore et d'apparence fort affable. Il nous désigna 2 fauteuils et reprenant sa place. « Que puis-je faire pour vous être utile, messieurs ?» Je jetai sur les personnes qui se trouvaient là un coup d'œil discret, qu'il comprit. « Vous pouvez parler devant ces messieurs, ce sont mes collègues. » Il y eut de nouveau un échange de saluts suivi d'un silence. Je poussai un large soupir pour assurer ma voix. « Monsieur le directeur, le tsar doit assister aujourd'hui à une grande revue des troupes danoises. »« Je le sais, monsieur. » Tout en prononçant ces mots, il nous souriait d'une drôle de manière. « Et je crois de mon devoir de vous signaler un grave secret que le hasard m'a fait découvrir. C'est que l'annonce de cette solennité a attiré à Copenhague certains individus qui méditent de tragiques projets contre Sa Majesté, l'empereur de Russie. Je m'attendais à voir mon interlocuteur bondir de surprise, mais il ne sourcilla pas. Quant à ses collègues, ils continuaient à mi-voix leur conversation. Je repris haleine et assez ému je continuai. Ainsi que je vous le disais, le hasard m'a fait connaître un jeune étudiant russe et que j'ai de graves motifs de vous signaler spécialement. J'étais de plus en plus hésitant et nerveux, et je commençais à compter la singulière façon dont nous avions rencontré Vassilitch à Lubeck. Son insistance pour se réclamer de nous à bord de l'Elida, ses théories socialistes,
la bizarrerie de ses allures à la vue du Dannebrog, et quelques jours plus tard, à Elseneur, lors de l'arrivée du tsar, la ténacité qu'il avait mise à nous attirer à Veynes, et la terrible confidence que nous avions surprise en écoutant sa conversation avec les Federson. Enfin, monsieur le directeur, nous avons de sérieuses raisons de croire que ce nihiliste s'est jeté dans une barque pour tenter de nous rejoindre quand il s'est aperçu que nous avions quitté en cachette sa retraite de l'Astre Rouge. S'il est parvenu malgré la tempête à gagner la côte danoise, il doit être en ce moment à Copenhague. Le chef de la police avait écouté ces confidences avec un imperturbable sang-froid. À vrai dire, il ne parut pas qu'il portât grand intérêt. Et son attitude était plus polie qu'attentive. Quand j'eus terminé, il demanda d'un air parfaitement indifférent. « Est-ce tout, monsieur ?»« C'est tout. Et si nous avons pris la détermination de vous le dénoncer, c'est que, outre les faits que je viens de vous conter, bien des circonstances accessoires, bien des remarques de détail sont venues confirmer les soupçons que son étrange attitude avait fait naître dans notre esprit dès le premier jour. Je vous remercie, messieurs, de ces renseignements. J'aime à me persuader que la vie du tsar est en sûreté à Copenhague. Je vous suis néanmoins reconnaissant de l'intérêt que vous semblez prendre à son auguste personne. Croyez bien que toutes les précautions nécessaires seront ordonnées. » Tout en parlant, le directeur de la police s'était levé de son siège. C'était un congé. Il avait dit ces derniers mots d'un ton où perçait peut-être un peu d'ironie. Aussi étions-nous assez déconcertés quand nous nous retrouvâmes devant le palais de Christiansborg. Quand on s'est préparé à jouer un rôle, il est pénible de constater qu'on n'a produit qu'un effet bien médiocre. Les fonctionnaires sont décidément les mêmes dans tous les pays. Ils n'aiment point qu'on se mêle de leurs affaires. Ils estiment que c'est leur donner une leçon que de leur signaler une lacune dans leur service. Bah, laisse donc. Celui-ci est par métier accoutumé à déguiser ses impressions. Il va faire son profit de nos confidences, mettre tous ses achats en campagne. Seulement, comme il aura grand soin de s'attribuer tout l'honneur de l'aventure, il n'a point voulu paraître étonné de notre démarche. Au surplus, ce que nous avons fait, n'est-ce pas, n'avait notre but que de décharger notre conscience. Si tu m'en crois, n'y pensons plus, et allons déjeuner. La chose était plus facile à proposer qu'à mettre à exécution. Une affluence extraordinaire de paysans de Sealand et des îles voisines encombrait la ville. Les cafés étaient pris d'assaut. On avait en certains endroits installé dans les rues des tables où les consommateurs vidaient force brocs de bière en l'honneur des souverains. Cependant, nous trouvâmes un restaurant situé près du port, où l'on consentit à nous servir. Copenhague, de là, présentait un aspect vraiment pittoresque. Tous les navires avaient abordé leurs pavillons, à toutes les fenêtres flottaient des drapeaux multicolores, de hauts mâts chargés d'horribles flammes et réunis l'un à l'autre par des guirlandes de verdure décoraient les quais, et les rues principales et la foule se mageaient dans toutes les avenues qui devaient suivre le cortège royal. À 1 heure, nous nous dirigeâmes vers le château d'Ayenborg, où le roi Christian IX et sa famille devaient se rendre pour présider les réceptions officielles. À peine étions-nous parvenus à nous glisser à travers les rangs pressés des curieux que le canon annonça l'arrivée des souverains. Il est inutile de longuement dépeindre les remous de la foule au moment où les piqueurs précédant les voitures de la cour apparurent à l'extrémité de l'Amaligade. Le carillon des cloches de toutes les églises, mêlé aux salves de la flotte, la bruyante symphonie composée du bruit de 20 fanfares jouant la fois, ce qui ne veut pas dire ensemble, l'air national du Dannebrog. Mais ce qu'il faut essayer de décrire, c'est la patriarcale allure que gardait au milieu de toute cette solennité le cortège royal. Assez loin, derrière les piqueurs, venait une charrette anglaise que conduisait le roi Christian lui-même. Vêtu d'un complet sombre, coiffé d'un chapeau rond, le cigare à la bouche, tenant debout entre ses genoux l'un de ses petits-fils, il passait souriant à travers les flots de son peuple qui l'acclamait. Et, donnant de la tête aux petits bonjours amicaux pleins de bonhomie. Dans une victoria qui suivait, très simplement attelés, le prince Valdemar et le roi de Grèce, puis, dans un landau, les jeunes princesses. Enfin, dans un grand break, assise en face de ses deux filles, le prince de Galles, l'impératrice de Russie, et de sa belle-fille, la reine de Grèce, passa la reine Héloïse, dont le grave et doux visage rayonnait de bonheur, et qui ne pouvait s'empêcher, tout en souriant, d'essuyer ses yeux mouillés de larmes. À côté d'elle, en costume de voyage, très simple, un homme, un géant, aux épaules larges, aux membres énormes, avec un visage barbu plein de douceur et de bonté. La plaisantait doucement sur son émotion,
et jetant de bons regards à la foule, semblait dire « Voyez votre bonne reine, comme elle est heureuse !» C'était le tsar. Alors, devant ce spectacle si simple, devant cet enfant n'ayant parmi la foule qui la calme des yeux que pour ses 3 filles, devant ce bon et doux colosse à la fois le pape et le roi du plus grand empire du monde, je me sentis pris de cette sorte d'émotion qu'on éprouve à trouver chez les grands le côté humain et sensible qu'ils sont trop souvent obligés de dissimuler. Et au milieu d'un silence, je lançai une exclamation enthousiaste de « Vive le tsar, vive la reine !» Ces mots français, mêlés à tous les « hoches » et aux vivas scandinaves, attira l'attention du tsar qui sourit, tourna la tête vers nous et nous adressa un salut de la main. Les 3 princesses elles-mêmes se retournèrent et j'aurais joui délicieusement de cet insigne honneur si je n'avais reçu au même moment sur l'épaule un formidable coup de poing. Je me retournai. Mon ami en fit autant, et un même cri nous échappa à tous deux. « Vassilitch !» C'était lui, en effet. Il nous regardait avec des yeux étranges, et nous tendant la main, il nous dit ce seul mot. « Pardon. » Il faut bien avouer que si sa contenance était quelque peu embarrassée, la nôtre ne l'était pas moins, et que nous aurions souhaité de tout notre cœur nous trouver à 1000 lieues de là. D'ailleurs, son attitude en ce moment n'était rien moins que menaçante. Il n'avait point du tout l'aspect d'un homme qui médite un crime, et je sentis tout d'un coup comme un remords au souvenir de la démarche que nous venions de faire auprès du directeur de la police. « Pardon. Oui, vous avez raison de refuser la main que je vous tends. Je suis un halluciné, un fou, un misérable. » C'est donc vrai, Vassilitch ? Vous avez pu concevoir un tel projet ? Vous l'avouez ? Hélas, ce n'est pas un aveu, c'est une confession. Il faut que vous me pardonniez. Il le faut, m'entendez-vous ? Mais ne restons pas au milieu de cette foule, j'ai besoin de marcher, de vous parler, de respirer à l'aise. Oh, quel soulagement, mes amis ! Quel poids de moins sur le cœur ! Tout en nous éloignant du centre de la fête, nous écoutions ces doléances sans trop savoir à quelles circonstances nous les devions. Pour ma part, j'avais pris mon air le plus grave et j'arrêtais en mon esprit la résolution de repousser toute tentative de réconciliation. Je n'éprouvais nulle envie du reste d'entendre sa confession. Il nous entraîna dans le parc de Rosenborg, dont les allées étaient absolument désertes, toute la population étant massée sur le port et dans les rues qui entourent le château, et, tombant assis sur le premier banc qui se rencontra, il nous prit les mains presque de force en répétant « Pardon, pardonnez-moi. » « Vous pardonnez, Vassilitch ? Et quoi ?» Lui, d'une voix sourde, reprit après un soupir. « Je vous ai dénoncé ce matin à la police. »« Dénoncé ? Nous ? Pourquoi, grand Dieu ?» Je m'étais figuré, j'étais fou, vous dis-je, que vous aviez conçu quelque sinistre projet contre la vie du tsar. Nous restâmes tous deux bouche béante, persuadés que Vassilitch se moquait de nous. Oui, je vous étonne, n'est-ce pas ? Que serait-ce si je vous disais que depuis 15 jours, cette idée me hante et me poursuit ? Dès Lübeck, j'eus des soupçons. 2 étrangers prenant cette voie détournée pour gagner le Danemark, cela avait éveillé mon attention. Je vous aborde, vous me repoussez. Vous voilà parti à travers les rues, guettant si vous n'êtes pas suivi. Cela m'intrigue. Je vais à la brasserie, vous m'évitez de nouveau. J'ai voulu en avoir le cœur net, et je vous adresser la parole. Mais voilà que vous me répondez en me questionnant sur le tsar, sur la façon dont il vous serait possible de l'approcher. Je me tais. Vous insistez. Le lendemain, à bord de l'Elida, vous me faites subir un nouvel interrogatoire. Je m'y soustrais en feignant de dormir, et alors j'ai vu, de mes yeux à demi fermés, vu que, me croyant endormi, vous vous recommandiez réciproquement par signes la prudence et la discrétion. Quand le yacht royal est passé près de nous, vous m'avez jeté un regard de défi et de menace. « Oh, Vassilitch, c'est vous, au contraire !»« Laissez-moi tout dire. À peine arrivé à Copenhague, vous disparaissez comme des gens qui ont de graves raisons de se cacher. À ce moment, je dois l'avouer, j'avais déjà de terribles soupçons, mais j'espérais encore pouvoir, avec un peu d'adresse, vous isoler et vous empêcher de rencontrer le tsar. Voilà pourquoi je vous ai donné rendez-vous à Elseneur. Voilà pourquoi je vous ai enlevé si prestement au moment de l'arrivée des souverains. Et je comptais vous garder à Vênes tant que le tsar n'aurait point quitté le Danemark. J'étais certain de cette façon que si mes soupçons étaient fondés,
je vous mettrai ainsi dans l'impossibilité d'agir. D'ailleurs, je dois dire que j'espérais si bien m'être trompé qu'hier soir encore, après votre coucher, j'expliquais à mes hôtes que cela amusait fort comme je vous ai pris d'abord pour des espions politiques. Pour pis que cela encore, et que j'avais poussé la folie jusqu'à croire que vous nourrissiez le dessein de tuer le tsar. Le père Federsel en rit beaucoup, mais sa femme, au bout d'un instant, remarqua que le vent soufflait bien fort au premier étage de la maison. Nous montâmes. J'écoutais à la porte de vos chambres, je n'entendis rien. Et pourtant il était évident que les fenêtres en étaient ouvertes. Je frappais, point de réponse. J'entrais, plus personne. Et alors, si vous faites la part de l'idée préconçue de la surprise, de l'étrangeté d'une telle fuite, vous comprendrez pourquoi je me suis jeté dans mon bateau, malgré la tempête, résolu à tout braver pour vous gagner de vitesse. Grâce à un courant furieux, j'étais 2 heures après à Copenhague et dès l'aube, je me faisais conduire au directeur de la police. Eh bien, j'ai trouvé un homme charmant mais sceptique. Que vous a-t-il répondu? Que j'étais depuis 8 jours la 77e personne ayant découvert un complot contre la vie du tsar. Oh, Vassilitch, la 77e? Et nous qui 1 heure après vous? Mais un coup de coude que me donna mon ami arrêta ma confidence prête à m'échapper. Je compris qu'il était inutile de le couvrir d'un ridicule qui n'aurait eu pour résultat que de rendre plus complète la confusion de Vassilitch. Oui? Qui m'eût dit qu'1 heure après je vous entendais acclamer le tsar avec un enthousiasme trop sincère pour être joué? Je dois vous paraître bien stupide, n'est-ce pas? Je n'étonnerai personne en ajoutant que nous répondîmes, et pour cause, par un « mais non » plein d'indulgence. Et Tycho Brahe, Vassilitch, quel rôle jouait-il dans tout cela? Espériez-vous nous faire oublier notre sinistre projet en détournant notre imagination sur ce conte de fées? Ah, Tycho Brahe, c'est peut-être une autre folie encore. Mais du moins celle-là repose sur une réalité. C'est donc vrai? Vous avez la foi? Vous espérez arracher leurs secrets aux ruines d'Urianbourg? C'est plus qu'un espoir, c'est à présent presque une certitude. Oui, je puis bien vous faire maintenant cette confidence. Mes longs séjours à l'île de Vênes n'ont pas été sans résultat. J'ai découvert un trésor. Un trésor? De quoi être heureux toute ma vie. Je ne puis aujourd'hui vous dévoiler mon secret, mais un jour je vous ferai part de mon bonheur.